Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice et CEO de Made Glaciers. Je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode à la découverte du service de santé des armées. Alors tout d'abord, je voudrais m'assurer que vous allez bien. Est-ce que je peux vous inviter à m'écrire dans le chat un petit bonjour? Donc le chat, il se trouve en bas à droite pour me dire que vous êtes avec nous. Hello, Elliot. Bonjour Yasmine. Bonjour Jonathan. Bonsoir. Hello Léo. Bonjour, Karamoko, Armand. Bon, je vois que ça a l'air de fonctionner. Inès, Raphaël, Stéphane. Bonjour, ravi de vous avoir avec nous. Alors, ce soir, on va échanger avec un médecin en chef au sein du service de santé des armées. Et je vais vous rappeler quelques règles pour que tout se passe au mieux. Donc, pendant la première partie de notre webinaire, c'est moi qui vais avoir la chance de poser toutes les questions à notre invité, qui va y répondre. Et dans la deuxième partie, c'est vous qui pourrez aller poser vos propres questions. Comment ça marche? Pour poser vos questions, vous allez dans l'onglet questions qui est juste à côté de l'onglet chat. Et vous m'aidez. Donc pour m'aider, parce que c'est moi qui vais me faire votre porte-parole et c'est moi qui vais remonter vos questions au médecin en chef. Donc j'ai besoin que vous me donniez votre prénom, votre âge, l'établissement scolaire dans lequel vous êtes si vous êtes encore en études et votre question. Ça me permettra de donner plus de contexte et de mieux expliquer tout ça au médecin en chef. Est-ce que c'est clair pour vous? Coucou Stéphane, Damien, je vois que vous êtes encore nombreux à vous connecter. On va vous laisser arriver et commencer dans quelques instants pour découvrir du coup le parcours du médecin en chef. Est-ce que certains étaient déjà là sur le dernier webinaire du service de santé des armées? Est-ce que vous connaissez déjà, est-ce que vous avez une idée de ce que fait un médecin militaire? Soyez pas timide. Si quelques personnes peuvent me répondre. Et puis on va se lancer. Bon, j'imagine que non. Marie nous dit bonsoir. Eh bien, écoutez, normalement, dans 1 heure, vous en saurez beaucoup plus sur ce que fait un médecin militaire et comment vous aider à rentrer au sein du service de santé des armées. Donc, je vais inviter notre invité que je recherche en parallèle parmi les nombreux participants. Super. Pour qu'il nous rejoigne. Donc, c'est le médecin en chef, Gun Noirer, qui va être avec nous. Bonjour Gun, vous allez bien? Bonsoir Émilie, très bien, merci. Ravi de vous avoir avec nous. Merci beaucoup de nous donner 1 heure de votre temps pour nous partager votre parcours et nous aider à en savoir plus sur le service de santé des armées. Alors, Gun, on a une petite habitude dans nos webinaires, c'est de commencer par ce qu'on appelle le portrait de l'invité. Donc, je vais vous poser quelques questions en mode assez rapide pour en apprendre un petit peu plus sur vous et pouvoir rentrer doucement dans le cadre de ce webinaire et que vous nous donniez un petit peu plus d'informations sur vous et sur votre parcours au sein du SSA. Alors, ma première question, c'est quel est votre grade? J'ai dit que vous étiez médecin en chef. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous donner peut-être des équivalences dans les armées? Bien sûr, donc je suis le médecin en chef Guillaume Loarer. Médecin en chef, ça correspond, c'est l'équivalent du grade de colonel. Parfait. Est-ce que je peux vous demander votre âge? Bien sûr, j'ai 46 ans. Et vous êtes rentré au SSA en quelle année? Je suis rentré en 1996 à l'école de santé navale à Bordeaux. Parfait. S'il y avait un seul meilleur souvenir à garder de toute votre expérience jusqu'à maintenant au sein du service de santé des armées, ce serait quoi? Un seul, l'exercice n'est pas facile. Une très bonne expérience. On était en 2013, à ce moment-là, je suis médecin sur un bâtiment de la Marine nationale et qui est en mission aux terres australes et antarctiques françaises, du côté donc des Kerguelen. Et à ce moment-là, on vient d'arraisonner un bâtiment de pêche coréen qui est en situation de pêche illicite sur la zone française, donc entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. Et en fait, au moment où on arraisonne ce bâtiment, on s'aperçoit que sur les 30 membres d'équipage, en fait, il y en a 20 qui sont malades,
qui sont tous alités. Et donc, ma mission va être de les prendre en charge dans une situation un peu particulière, puisqu'on est très isolé. Le bateau bouge beaucoup, et donc il y a un peu plus de 8 jours de mer entre l'endroit où nous nous trouvons, donc à proximité des Kerguelen, et l'île de la Réunion, qui est notre port d'attache. Et donc pendant un peu plus de 8 jours, ma mission va être de prendre en charge ces marins dans ces conditions bien particulières, pour pouvoir les ramener à la Réunion en bonne santé. Ce que j'ai fait, voilà, c'était une mission voilà, un peu spécifique, mais qui était du soin, pas pour des militaires français, mais pour des marins. Et donc voilà, c'était un motif de fierté, c'était aussi un moment médical qui justifie justement toute la formation dont j'ai pu bénéficier pendant toutes mes années d'études. Parfait. Et si on devait retenir un grand challenge? Alors moi, j'ai la chance de faire ce qu'on appelle un métier passion. Et donc, le véritable défi, c'est de réussir à équilibrer le temps que je passe au travail, qui est très intéressant, et le temps que je me réserve pour ma vie personnelle, ma vie familiale, mes enfants, mes loisirs. Voilà. Donc c'est un gros défi de réussir à équilibrer les deux pour pas passer trop de temps au travail, donc on pourrait y passer toute la nuit, et réussir à me garder une activité de loisirs, de la musique, du sport par exemple. Très bien. Vous avez fait le choix d'être médecin militaire. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Est-ce que vous aviez des militaires dans votre famille? Est-ce que c'est un livre ou un film qui vous a particulièrement inspiré? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus sur vos motivations premières pour devenir militaire? Bien sûr. Alors, ni un livre, ni un film, plutôt une rencontre. Même si j'ai effectivement quelques militaires dans ma famille, mais aucun n'est médecin. Aucun de mes ascendants, de mes aïeux n'est médecin militaire. Donc c'est une rencontre. En fait, j'étais au lycée, dans un lycée de défense au Prytanée national militaire. Et à l'occasion de ma scolarité, j'ai rencontré à plusieurs reprises le médecin de l'infirmerie, à l'époque on appelait ça comme ça, qui m'a fait découvrir l'existence du service de santé des armées. Et de fil en aiguille, de discussion en discussion, m'a donné envie d'y rentrer. Très clair. Merci pour ce premier point de notre webinar. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur vous et sur les éléments un peu marquants de votre passage au sein du SSA, moi je veux bien qu'on revienne au tout début. Donc vous nous avez dit que vous étiez dans un lycée militaire. Vous faites une belle rencontre qui vous donne envie de rentrer au SSA. Ça se passe comment? Et comment vous rentrez au SSA? Alors ça se passe bien. C'est bien. Ça se passe avec un concours que je prépare finalement en même temps que je préparais mon baccalauréat. Et je me retrouve en septembre 1996 au 147 cours de la Marne à Bordeaux. C'était l'adresse de l'école de santé navale. Et j'y retrouve devant l'école un certain nombre de personnes qui sont devenues aujourd'hui des camarades de promo, des très bons amis, et avec qui j'ai fait toute ma scolarité, donc d'abord à l'école à Bordeaux, donc à l'école, et puis également à la faculté, à l'hôpital, à l'école du Val-de-Grâce à l'issue de cette formation, et puis à fin d'année 2005, j'ai la chance, mon rang de sortie d'école me permet de choisir ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire la marine, de servir comme médecin sur des bâtiments de la marine nationale. Et donc début janvier de 2006, je débute ma première affectation comme médecin sur une frégate anti-sous-marine qui était basée à Toulon. Et j'ai enchaîné ensuite plusieurs affectations donc embarquées sur toujours des bâtiments de la marine. Donc il y en a eu plusieurs à Toulon, et puis ensuite une frégate à La Réunion. Donc, voilà, j'ai alterné La Réunion d'abord, Toulon d'abord, La Réunion ensuite. Est-ce que vous pouvez nous partager justement la vie d'un marin, d'un médecin militaire embarqué sur un navire de la Marine nationale? Concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes amené à gérer? Alors le médecin sur un bâtiment de la marine, il fait avant tout partie de l'équipage. Donc toutes les activités
de l'équipage concerne également l'équipe médicale. Et à ce titre, l'équipe médicale sur un bateau, ça n'est pas qu'un médecin, c'est vraiment un binôme, souvent un binôme médecin et infirmier, entouré de quelques marins que l'on forme pour nous aider, notamment pour le brancardage, puisque vous imaginez bien que prendre en charge un blessé quand il y en a, et ça arrive, sur un bâtiment, les coursives sont assez étroites, il y a des échappées, c'est-à-dire des escaliers qu'il faut franchir, soit pour monter, soit pour descendre. Et donc le brancardage est un peu difficile, donc on a besoin d'aide pour ça. Et donc on forme des marins sur cette fonction de brancardier. Mais globalement, le médecin sur un bateau est là avant tout pour soigner. Donc le panel des pathologies possibles est assez vaste. Évidemment, il y a au quotidien les pathologies que l'on rencontre tous les jours, y compris d'ailleurs quand on n'est pas sur un bateau, on les rencontre aussi. Donc c'est une activité de médecine générale. Et puis de l'autre côté du spectre, si j'ose dire, des marins qui peuvent être plus gravement malades ou plus gravement blessés, pour lesquels il va y avoir des soins d'urgence qui peuvent se prolonger par parfois une évacuation médicale, pour lequel il m'est arrivé de demander une interruption temporaire de la mission, le temps d'évacuer le marin, souvent par hélicoptère, vers un hôpital à terre ou parfois vers un autre navire qui est équipé par exemple d'un bloc opératoire. Ça arrive. La Marine nationale dispose de plusieurs bateaux, dont l'emblématique porte-avions Charles de Gaulle, sur lequel il y a des équipements chirurgicaux. Voilà. Donc cette activité de soins, c'est évidemment une part importante de l'activité qui se complète par de l'entraînement, des exercices, puisque le bateau, l'équipage s'entraîne régulièrement à intervenir face à un incendie, face à une voie d'eau ou face à des menaces ennemies, des menaces adverses. Imaginez si le bateau prend un missile ou une torpille, donc il faut savoir réagir. Donc l'équipe médicale contribue à ces exercices dans son rôle évidemment de soins d'éventuels blessés. Donc je m'attachais à ce que chaque exercice, dans le scénario de chaque exercice, on puisse y mettre un ou deux blessés, histoire que l'équipe médicale puisse s'entraîner également. Oui, parce que on en parlait quand on préparait ce webinaire. Un bâtiment de la Marine nationale, c'est pas toujours évident de pouvoir justement ramener un blessé qui est à un endroit du bâtiment pour aller jusqu'à l'espace où vous pouvez les soigner. Donc ça mérite aussi justement de prévoir tout ce qui pourrait se passer pour le moment venu, quand on a un problème, être en capacité de réagir comme il faut. Exactement. Tout est bon. La situation ne se passe jamais comme prévu, mais plus on s'entraîne, plus on fait des cas pratiques, plus on balaye tout le spectre des cas possibles, et plus on est prêt lorsque survient l'événement. On ne le souhaite pas, mais malheureusement ça arrive, et c'est ce qui justifie notre présence à bord. Voilà. Est-ce qu'il y aurait... Ceci est vrai pour des bâtiments de surface, puisque c'est mon expérience, mais c'est également vrai pour d'autres types de bateaux, et je pense notamment aux sous-marins, où là, le phénomène est encore plus poussé, puisque l'équipe médicale est amenée à travailler avec une autonomie encore plus grande et un isolement encore plus grand. Et justement, je crois que les médecins qui sont embarqués sous sous-marin, comme il n'est pas possible de remonter si on a un problème, ils doivent aussi être capables de gérer des opérations, etc., etc., et se débrouiller un petit peu tout seuls en attendant pour parer aux sujets les plus pressés. Alors, ils font mieux que se débrouiller. Les médecins sur les sous-marins ont une formation complémentaire et sont effectivement préparés à divers actes médicaux qu'un médecin généraliste ne fait pas d'habitude, mais que dans la situation particulière de l'isolement des sous-marins, eh bien, ces médecins peuvent être amenés à faire, et notamment des interventions chirurgicales. Ça arrive. Mais bon, au-delà du cas particulier des sous-marins, l'exercice de la médecine embarquée est un exercice évidemment très particulier, puisque quand le bateau est en mer, l'équipe médicale, le médecin, le binôme médecin-infirmier, est seul en première ligne pour faire face à un événement médical. Et même si aujourd'hui il existe des outils de télémédecine, on peut évidemment appeler
spécialiste à l'hôpital pour se faire conseiller sur telle ou telle conduite à tenir. Il n'empêche que devant le malade et à bord, c'est bien le médecin et l'infirmier qui sont là et qui doivent mettre en œuvre les soins. Et vous avez aussi un rôle de conseiller pour le commandant du bâtiment, sur tous les sujets qui sont liés à la Oui, santé? effectivement, le médecin est conseiller du commandant, il est le référent facteur humain, il est expert facteur humain. Le commandant a beaucoup de choses, une très grande responsabilité à bord. Néanmoins, il y a parfois des choses qui sont liées avec des événements médicaux qu'il ne peut pas forcément comprendre puisque ça n'est pas son métier. Et donc notre rôle est de l'aider à décrypter et à le conseiller sur telle ou telle conduite. Mais attention, le conseil au commandement, c'est pas donner des ordres, c'est juste donner des éclairages qui vont amener le commandant à prendre des décisions adaptées à la situation. Et donc, ceci peut nous amener d'ailleurs à faire quelque chose qui est un petit peu particulier, qui s'appelle le secret médical partagé. C'est-à-dire que dans une situation particulière, pour que le commandement puisse comprendre la situation, parce que parfois, ceci nous amène à interrompre une mission opérationnelle, par exemple pour évacuer un marin, et donc pour que le commandant puisse bien comprendre tout ce qui se joue, eh bien, on peut être amené à partager le secret médical. Évidemment, à ce moment-là, le commandant est lié avec nous par ce secret. Et donc là, vous me disiez, vous avez eu 4 affectations et à l'issue Embarqué, oui, embarquées, pardon, 4 affectations embarquées de 2 ans à peu près à chaque fois, c'est ça? c'est ça. Et donc à l'issue de ces 8 premières années, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, c'était 8 très belles années. Et, J'imagine. et à l'issue de ma 4e affectation, donc je suis à ce moment-là affecté sur une frégate à La Réunion, une frégate de surveillance. C'est une belle affectation. La frégate de surveillance, c'est un bateau entre guillemets assez petit, ce qui fait 100 mètres. C'est 100 mètres, 100 membres d'équipage. C'est avec ce bateau que j'ai fait plusieurs missions, notamment aux terres australes et antarctiques françaises, mais également des missions de lutte contre la piraterie du côté de la Somalie. Et tout a une fin. Et donc à ce moment-là, on me propose de venir occuper un poste à la direction centrale du SSA, donc à Paris, au bureau opération, et en même temps de débuter une formation spécialisée dans le domaine de l'état-major. Donc cette formation, cette filière qui n'existe que dans le service de santé des armées, qui n'est pas en miroir d'une filière universitaire, donc ça s'appelle technique d'état-major, technique médicale en état-major. Et donc je rentre dans cette voie-là et je pars pour 6 ans de formation. Voilà. Donc je passe le concours de l'assistanat et je m'engouffre dans cette filière, 6 ans. Et cette filière est construite en différents modules, des modules plus académiques. Donc c'est ce qui m'amènera à faire un master 2 de gestion de risque et crise à la Sorbonne, et également de faire une année de scolarité à l'école de guerre. Et puis en complément, il y a 2 gros modules qui sont à peu près équilibrés, on va dire 2 ans chacun. Le premier concerne plutôt l'organisation et les ressources humaines, et le deuxième concerne plutôt le domaine capacitaire et opérationnel. Voilà, ceci m'amène en 2020. Bon, juste avant, j'ai eu la chance de pouvoir partir en opération extérieure, on en reparlera peut-être. Oui. Il y a évidemment le Covid qui perturbe un petit peu la préparation de mon concours de spécialité, mais bon, les choses se passent finalement assez bien. Et donc voilà, j'arrive à l'issue de cette formation spécialisée de 6 ans. Et à ce moment-là, je conserve, je reste sur le même poste, le dernier poste que j'occupais pendant ma formation, sauf que je deviens chef de ce bureau qui s'appelait Analyse, Synthèse et Relations avec les armées. Donc analyse, synthèse, c'est plutôt une partie qui consiste à préparer tous les grands rendez-vous du directeur central et du directeur central adjoint. Donc dès lors qu'il a un déplacement, un rendez-vous, un entretien, il s'agit de lui préparer les dossiers. Donc voilà, un travail de synthèse. Et puis une partie relation avec les armées qui m'amène à animer tout le réseau des conseillers santé, puisque chaque état-major, chaque chef d'état-major d'armée dispose d'un conseiller santé. Donc mon travail consistait à animer ce réseau de conseillers santé.
Alors peut-être qu'avant de rentrer justement sur cette deuxième partie de carrière qui va se faire plus en état-major, vous l'avez dit, vous avez eu la chance de partir en OPEX, en opération extérieure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous êtes allé et ce que vous y avez fait, et peut-être nous aider après à comprendre quelle est la différence entre être un médecin militaire dans le cadre de fonctions comme vous avez eu, par exemple, dans la Marine nationale quand vous étiez embarqué, et être médecin militaire en opération extérieure. Alors, il y a plusieurs questions en une, je suis désolée. Plusieurs questions, c'est une question à tiroir. Alors, d'abord, cette opération extérieure donc, que j'ai faite en 2019, entre juillet et octobre 2019, au Sahel, j'étais donc au Tchad, elle arrive plutôt à la fin de ma formation spécialisée, et quelque part, c'est un peu un exercice de synthèse, si j'ose dire. C'est un peu le point d'orgue de cette formation. Et pour moi, il s'agissait de planifier les opérations donc au niveau du poste de commandement de la force qui se trouvait, des forces françaises qui se trouvaient au Sahel. Donc, finalement, pour synthétiser les choses, quand le chef militaire voulait aller faire une opération sur le terrain, donc il y avait pour ce faire des avions, des hélicoptères, des véhicules blindés. Donc, il construisait sa manœuvre. Et puis, il s'agissait évidemment de plaquer un soutien médical cohérent et efficace pour que la manœuvre puisse se faire sans que l'aspect médical ne soit une contrainte, mais au contraire, pour qu'on soit le plus proche possible des troupes, qu'on puisse prendre en charge le plus précocement possible et de manière le plus efficace les différents blessés, avec donc une chaîne médicale qui se construit avec un médecin qui est à l'avant, des moyens d'évacuation vers une structure ou des structures chirurgicales qui se trouvaient donc sur le théâtre d'opération. Donc voilà, donc mon rôle était de planifier tout cela. Donc j'étais ce qu'on appelait le MEDOPS. Et finalement, cette activité de MEDOPS, qui n'est pas une activité de soins au sens où on le conçoit habituellement, c'est-à-dire que mon quotidien n'était pas de soigner des malades ou des blessés. Dans mon bureau, je n'avais pas de table d'examen, je n'avais pas de matériel de soins. J'étais plus sur une activité de coordination. Dire, si je faisais bien mon travail, eh bien, à la fin, il y avait les bons soignants au bon endroit, au bon moment, avec le bon matériel, prêts à prendre en charge un blessé. Voilà, ça c'était finalement mon fonds de commerce quotidien, c'était de m'assurer de cette cohérence d'ensemble. Et donc du coup, sur la question de comment ça se passe et quelle est la différence en fait, alors vous aviez un rôle très très différent puisque vous étiez là pour ça, mais certains sont amenés à partir en OPEX sur la première partie aussi de leur carrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ce que vous faisiez quand vous étiez médecin embarqué sur les bâtiments de la Marine nationale, un médecin en OPEX, il fait quoi et comment ça se passe? Alors, sa raison d'être finalement en OPEX n'est pas très différente de la raison d'être du médecin sur un bâtiment de la Marine. Donc il est là pour prendre en charge les malades et les blessés, pour les soigner en cas de blessure. Et évidemment, les risques ne sont pas tout à fait les mêmes. Sur un bâtiment de la Marine, les risques, on va dire, industriels, un incendie, parce que sur un bateau, vous avez un hélicoptère qui se pose, en dessous il y a une soute à munitions, vous avez des cuisines avec des choses qui chauffent, vous avez des munitions, des armes, donc tout ça concentré dans un espace en plus qui bouge. Donc il y a des risques qu'on peut qualifier de risques industriels. À l'inverse, le médecin qui est dans son véhicule blindé sur le terrain et qui suit un convoi au Mali, par exemple, le risque va être beaucoup plus axé sur, par exemple, le risque d'engins explosifs improvisés, donc qui sont des risques plus opérationnels où on va avoir des blessés très spécifiques, potentiellement plus graves, et des blessés multiples. Donc le type de prise en charge peut être un peu différent. Pour autant, même si les blessés sont différents, si les conditions sont différentes, la raison d'être du médecin est la même. Et c'est justement pour préparer les équipes médicales à exercer dans ces milieux différents, le milieu naval, le milieu aéronautique, le milieu terrestre, que le service de santé des armées dispose
de centres de formation spécialisés. Donc, il existe à Toulon un centre de formation en médecine navale, un centre de formation en médecine aéronautique qui se trouve à Paris, pas très loin d'ici, un centre de formation opérationnelle santé plus orienté vers les médecins qui sont dans des véhicules blindés à terre. Et donc, chacun de ces centres de formation va transformer finalement un médecin généraliste qui avait déjà une bonne connaissance militaire en un médecin spécialisé d'un milieu donné. Voilà. Très clair. L'OPEX, ça dure combien de temps dans votre cas? Quelques mois? C'est variable. C'est variable. Généralement, c'est pour un médecin généraliste, la durée moyenne, c'est environ 4 mois. Pour autant, dans certains cas, ça peut durer un petit peu plus. Et dans certains cas, ça peut évidemment être également moins. Tout dépend. Et puis, ça, c'est le mandat classique pour un médecin, on va dire, terre. Ouais. Et pour un médecin de marine, la durée de la mission, c'est la durée entre la date de départ et la date de retour du bateau. Sachant que la date de départ, vous la connaissez à peu près. La date de retour, c'est généralement une gageure de deviner le jour de retour de manière exacte. Parfait. Si on revient du coup sur vos différents postes à l'issue de votre deuxième formation et des 6 années que vous avez passées, vous avez eu une expérience dans la gendarmerie. Oui. Alors en fait, je vous ai dit que j'étais dans le poste qui, à la fin de ma formation, que j'étais l'animateur du réseau des conseillers santé. Et donc finalement, de manière assez logique ou en continuité, eh bien, en 2022, on m'a proposé d'être le conseiller santé du directeur général de la gendarmerie nationale. Alors, j'avais déjà eu quand même quelques expériences avec les gendarmes, puisque je les ai côtoyés pendant 1 an à l'école de guerre. J'étais dans le groupe, j'étais mélangé au groupe des gendarmes. Et puis, quelques années auparavant, lorsque j'ai fait mon master à la Sorbonne, il se trouve que la gendarmerie était également organisatrice de ce master. Donc, il y avait des gendarmes qui en faisaient partie. Et on avait des activités qui étaient déjà communes, avec une immersion dans certaines unités de la gendarmerie. Mais voilà, les choses se sont faites comme ça. Et je dois dire que cette année, enfin un peu plus d'1 an, 14 mois à la direction générale de la gendarmerie nationale, ça a été vraiment 14 mois extraordinaires. D'abord, les gendarmes sont vraiment extrêmement accueillants. Alors, je le savais déjà des marins, je savais que les marins l'étaient, les gendarmes le sont tout autant, à leur façon. Et donc, à leur contact, j'ai beaucoup appris, mais surtout, je me suis rendu compte d'une chose que l'on ne connaît pas forcément très bien. C'est quelque chose qui est méconnu, mais il y a environ un gendarme qui est blessé toutes les 45 minutes. C'est-à-dire que le matin, quand j'arrive au travail, je me dis, depuis hier matin, il y a à peu près une trentaine de gendarmes qui ont été blessés. Alors, tous ne sont pas, heureusement, blessés gravement. Enfin, sur le tas, il y en a qui sont blessés de manière plus grave que d'autres. Et donc, ceci justifie aussi la présence d'un conseiller santé à la direction générale de la gendarmerie. Et la DGGN met en place un suivi, un accompagnement de ces blessés qui est très poussé et qui est exemplaire. Et accompagnement auquel je suis associé. Je travaillais beaucoup avec la sous-direction accompagnement du personnel. Voilà, on a des travaux de suivi de cohortes de blessés et de mise en place de diverses solutions, de divers outils, de divers moyens de leur venir en aide dans différents domaines, et ce, quel que soit le type de blessure, puisque les blessures peuvent être à la fois des blessures physiques, mais également des blessures psychologiques, parce que vous imaginez évidemment que les gendarmes au quotidien sont exposés à la violence, à l'agressivité, et ceci affecte évidemment toute personne normalement constituée sur le plan psychologique. On peut se faire toutes les barrières qu'on veut. Au bout d'un moment, les choses peuvent être un peu lourdes à porter parfois. Et vous avez récemment pris un nouveau poste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement de quoi il s'agit ? Alors, je vais essayer de vous expliquer très rapidement mon nouveau poste. Donc, je suis au bureau emploi de la direction centrale du service de santé des armées. Alors, emploi, ça n'a rien à voir avec la sous-direction ressources humaines ou le gestionnaire.
Emploi, c'est au sens celui qui emploie les moyens, en tout cas qui met en place les moyens à employer. Alors, pour schématiser, quand on demande au service de santé des armées de mettre en place un soutien médical au profit d'une opération, le service de santé va avoir recours à différentes briques. Et donc, on va mettre ces briques qu'on appelle des capacités, les unes à la suite des autres. Donc, une première brique qui va être le médecin à l'avant. Ensuite, une deuxième brique, par exemple, qui peut être le médecin dans un hélicoptère. Puis une troisième brique qui va être un chirurgien et un réanimateur dans une structure chirurgicale. Puis ensuite, une brique qui peut être un médecin dans un avion. On n'oublie pas une brique de régulation, puisqu'il faut que tout ce petit monde travaille ensemble. Une brique pour le ravitaillement. Le service de santé dispose de 200 pharmaciens et donc je tiens à dire que sans pharmaciens, sans ravitaillement, d'ailleurs des pharmaciens et toutes les équipes qui travaillent avec eux, sans le ravitaillement médical, les équipes soignantes ne peuvent rien faire. Donc une petite brique, une brique ravitaillement. Donc on met ces briques de manière continue, de manière cohérente, chaque brique étant apportant un niveau de soin plus important que la brique précédente. Et donc ceci nous permet d'amener le blessé depuis le lieu de sa blessure jusqu'à un hôpital, généralement en France, où il pourra être traité de manière définitive. Mon rôle, c'est de m'assurer qu'aujourd'hui, les armées puissent savoir de combien de briques de chaque catégorie dispose le service de santé des armées pour remplir ses missions de soutien médical. Mais mon rôle consiste aussi à préparer l'avenir, c'est-à-dire que dans 15 ans, les briques dont nous disposerons ne seront pas les mêmes que celles dont nous disposons aujourd'hui. On peut imaginer que les progrès technologiques seront passés par là, l'intelligence artificielle, les drones, etc. Et donc, construire les briques de demain, pour pouvoir disposer demain de briques modernisées, il faut commencer à travailler aujourd'hui. Donc voilà. Donc si le SSA peut bien remplir sa mission dans 10-15 ans, je vous donne rendez-vous à ce moment-là, eh bien c'est qu'aujourd'hui, avec mon équipe au bureau emploi, donc une équipe de 12 personnes, eh bien ça veut dire que nous avons bien travaillé. Super. Merci beaucoup. On arrive dans la deuxième partie où en fait là ce sont les jeunes qui vont poser des questions et donc du coup je vais vous inviter à aller voter pour les différentes questions de façon à pouvoir m'aider à prendre les questions qui vous intéressent le plus. Puisque je n'arriverai sans doute pas à poser l'ensemble des questions. Alors, vous n'avez pas trop joué le jeu en me disant qui vous étiez, quel âge vous aviez, etc. Donc, Léo, par exemple, je vais prendre ta question. Si tu veux me donner quelques éléments dans le chat, je suis toujours preneuse parce que ça va m'aider. Donc, la question de Léo, elle est très pragmatique. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui se pose la question d'intégrer le SSA ? Alors, je vais répondre directement. Le conseil que je peux te donner, c'est ne te pose pas de questions, vas-y. Ok. Voilà. Alors maintenant, je vais développer un peu. Ça me permet de rebondir sur quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose que je dis souvent lorsque j'ai des échanges avec des jeunes comme vous qui me contactent via cette plateforme. En fait, pourquoi vient-on dans le SSA ? On vient dans le SSA pour la mission. On vient dans le SSA pour les missions que le SSA offre, qui sont extrêmement variées, et ce, quelle que soit la profession de santé. Évidemment, les médecins, mais il n'y a pas que les médecins, il y a des pharmaciens, des vétérinaires, des dentistes, des infirmiers anesthésistes, des masseurs kinés, bon bref, j'en oublie et je m'en excuse, tout type de profession médicale trouve matière à s'épanouir au sein du service de santé des armées. Et comme je vous l'ai dit, les missions proposées sont variées. Donc, j'évoquais tout à l'heure mes camarades de promo que j'ai rencontrés un beau matin de septembre 1996 à Bordeaux. Eh bien, que font-ils ou que faisaient-ils ces derniers mois ? Eh bien, il y en a un qui était médecin dans des sous-marins, l'autre qui était médecin à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc qui faisait à la fois de l'activité d'urgence et de soutien aux pompiers. Une autre qui est médecin sur une base aérienne et qui s'occupe des pilotes de chasse. Un autre qui est réanimateur et
et son binôme qui est chirurgien, qui eux partent régulièrement sur des théâtres d'opération pour prendre en charge des blessés de guerre. Donc vous voyez bien que les activités sont hyper variées et tous sont extrêmement épanouis dans ce qu'ils font. Et forcément, pourquoi sont-ils venus là? Pour la mission. Alors, évidemment, pour devenir militaire, au-delà de la mission, il y a également des qualités intrinsèques dont il faut disposer, mais l'engagement, la loyauté, toutes ces valeurs qui finalement sont des valeurs communes à la communauté militaire sont évidemment très importantes pour les soignants. Mais encore une fois, au-delà de ça, par rapport à un médecin civil, ce qui caractérise vraiment le SSA, c'est la grande variété des missions. Et tout le monde peut vraiment y trouver son compte. Et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à franchir la porte et venez nous voir, venez chez nous et vous verrez, vous ne le regretterez pas. Toujours dans les questions qui ressortent le plus et qui ont le plus suscité l'intérêt et les votes des jeunes, on n'est pas trop rentré sur la partie études. Vous nous avez dit que vous avez fait vos études à l'école de santé. Alors Naval au départ, mais maintenant c'est une école de santé qui est à Lyon et qui est généraliste, si je ne dis pas de bêtises. On nous demande comment se passent les études à l'école de santé. Est-ce que c'est la même chose que dans une université de médecine classique? Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu comment ça se passe? Alors, ce qui était vrai par le passé, globalement, le schéma général reste vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que, certes, il y a un concours pour rentrer à l'école de santé des armées à Lyon, mais les études sont adossées sur les études universitaires civiles. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet, à la fin du cursus, de disposer d'un diplôme de thèse qui permet, une fois qu'on a quitté l'armée, de pouvoir exercer n'importe où, puisque c'est un diplôme de thèse le même que n'importe quel médecin civil, quelle que soit sa spécialité. Bon. Petite particularité quand même, bien sûr, vous avez un diplôme de médecine, mais à la fin, quand vous sortez, vous êtes médecin militaire avec même un milieu d'ancrage, terre, air, mer, etc. Et donc, tout au long de la formation, il y a des formations militaires, des formations milieu, qui vont finalement progressivement, en même temps que vous progressez dans le domaine médical, vont vous faire progresser dans le domaine militaire et faire à la fin converger tout ça pour faire de vous le médecin militaire spécialiste d'un milieu particulier. Alors, quelques avantages à faire vos études à l'école de santé des armées. Les avantages sont finalement assez connus. Le premier, c'est que vous êtes rémunéré pendant vos études. Donc, d'un point de vue matériel, c'est un avantage extrêmement concurrentiel par rapport aux autres facultés. Néanmoins, je le dis tout de suite, le critère financier ne doit pas être le premier moteur pour rentrer à l'école de santé des armées. Si vous n'y rentrez que pour ça, je vous mets une pièce que vous alliez être malheureux. Donc il faut y rentrer parce que les missions proposées par le SSA sont des belles missions. Et après, évidemment, il y a des avantages matériels qui vont avec, qui sont bien évidemment à prendre en compte. Autre avantage, l'école propose des formations complémentaires, notamment en première année, parce que l'école fait ce que font ce qu'on appelle les boîtes privées, sauf que là encore, évidemment, ça n'est pas payant. Et par ailleurs, les résultats sont très bons. Et c'est ce qui fait, c'est l'excellence académique de l'école de santé des armées, qui fait qu'aujourd'hui, comme chaque année depuis des dizaines et des dizaines d'années, les résultats des écoles de santé en fin de première année sont toujours excellents. Alors, certaines années, elles sont excellentissimes. D'autres années, elles sont juste excellentes. Mais enfin, ça reste quand même très très bon. Et de toute façon, avec des standards, des taux de réussite qui sont bien supérieurs à ce que l'on voit ailleurs. Voilà, bon. Toutes ces raisons qui font que, évidemment, les études à l'école de santé des armées se font dans un cadre qui est très, très attractif, tant pour la qualité de vie que pour la qualité des études. Mais on va préciser quand même qu'on peut rentrer à différents moments au sein du service de santé des armées. On peut y rentrer, comme vous l'avez chez vous, dès l'entrée, c'est-à-dire dès l'école avec un concours et donc du coup être formé en étant déjà au sein du SSA.
mais on peut aussi rejoindre le SSA en ayant un diplôme civil de médecin, d'infirmier, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait différentes spécialités, et après intégrer le SSA. Tous les gens qui nous écoutent et qui sont en études de médecine déjà ou en études de santé ne se disent pas que c'est trop tard, il fallait commencer tout juste après le bac. Il faut qu'ils recommencent à zéro. Il y a différents parcours, on est d'accord? Non, il n'y a pas besoin de recommencer à zéro. Donc effectivement, la filière, on va dire habituelle, c'est de rentrer après le bac en première année. Néanmoins, il existe des passerelles et donc on peut rentrer à l'école de santé en cours de formation. Il existe des voies parallèles et même jusqu'à la fin, puisque aujourd'hui on peut recruter des professionnels de santé qui sont déjà diplômés, qu'on recrute sur la base de leur diplôme. Et après, le statut qu'on leur propose dépend de ce qu'ils souhaitent faire, mais donc il existe différents statuts de carrière, sous contrat, commissionné, tout est possible. Mais encore une fois, le principe, c'est qu'on peut y rentrer à différents moments et non pas simplement au tout début, après la terminale. Donc n'hésitez pas. Et pour cela, si vous souhaitez plus de renseignements, on pourra vous orienter vers le site ad hoc et le bureau recrutement du SSA qui dispose de toutes les informations et de tous les supports pour répondre aux questions. Tout à l'heure, vous nous avez dit on rentre au SSA pour la mission. Marie demande quelle est la principale différence entre un médecin dans le civil et un médecin militaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette mission? Bien sûr. Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas forcément antinomie entre un médecin civil et un médecin militaire. Et il existe une façon de s'engager qui est de venir nous rejoindre en tant que réserviste. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin réserviste? Finalement, c'est un médecin militaire à temps partiel. Donc, c'est une façon déjà de concilier une activité de médecin civil et puis une activité de médecin militaire, un certain nombre de jours par semaine ou par mois, en fonction de l'activité proposée. Bon, pour autant, effectivement, médecin militaire et médecin civil, ce sont tous les deux des médecins, ils font tous les deux de la médecine. Le cadre est un petit peu différent. Le médecin civil est plutôt, en général, rattaché à un cabinet avec une activité qui est une activité régulière, une cohorte de patients qui est un peu la même, qui est une patientèle habituelle, et puis une activité qui finalement trouve un rythme régulier au fur et à mesure des mois, des années. Le médecin militaire, lui, a une activité qui est variable, c'est-à-dire qu'il alterne peut-être certains jours avec des consultations à l'antenne médicale, qui vont se poursuivre le lendemain par le soutien médical d'activités à risque type plongée, type activité de saut en parachute, les troupes aéroportées, type troupes de montagne. Donc le médecin va suivre les troupes dans leurs entraînements en montagne, dans des conditions parfois difficiles. Donc ces conditions sont évidemment différentes d'une activité quotidienne. Je ne vais pas parler de routine, parce que la médecine, c'est jamais de la routine. Et on a deux cadres très différents. Et puis le médecin militaire, évidemment, est amené régulièrement à partir en mission. Et par ailleurs, il faut savoir qu'il change d'affectation tous les, on va dire 3 à 5 ans. Et donc, en changeant d'affectation, il va changer de cadre d'emploi. Donc, un jour, vous allez être sur un bateau, puis après, vous allez changer de bateau, peut-être changer de port-base, partir outre-mer, revenir, peut-être faire comme moi, aller faire un petit peu de travail en état-major, partir en OPEX, etc. Donc, bon, voilà. C'est vraiment une activité qui change, il n'y a aucune routine. On a une question d'Éléonore qui a 26 ans et qui est étudiante en médecine à Rennes. Et donc du coup, elle a bien entendu que vous étiez médecin militaire dans la marine au début de votre parcours. Quand on est médecin militaire dans la marine, on n'est pas toujours embarqué, parce qu'il y a des moments où l'équipage et le bateau sont taqués. Donc du coup, elle demande comment ça se passe et c'est quoi le rôle du médecin militaire de la marine quand il est à terre. Et elle demande est-ce que ce n'est pas redondant, étant donné que les patients sont jeunes et plutôt en bonne santé. Je vous lis sa question. Alors, là encore, c'est une question à tiroir.
D'abord, effectivement, quand le bateau n'est pas en mer, il est à quai. Il existe plusieurs situations. Donc, on va dire les gros bateaux ont un médecin affecté en permanence. Et donc, pendant que le bateau est à quai, donc il n'est pas en mission, ce médecin continue à avoir une activité. Alors, d'abord parce que au quotidien, donc il y a toujours une activité de consultation. Par ailleurs, il faut toujours préparer la mission suivante, donc faire les commandes de matériel. On en profite pour faire tous les examens médicaux, cliniques, paracliniques qu'on avait prévu de faire quand on était en mer, mais qu'on ne pouvait pas faire forcément, puisque voilà, donc les radios, les bilans bio, etc. On en profite pour faire les visites d'expertise médicale, puisque là encore, le principe, c'est que quand on part en mer, les marins, globalement, sont en bonne santé, mais s'ils sont en bonne santé, c'est aussi parce qu'en amont, on s'est assuré lors d'une visite d'expertise que tout allait bien. Donc, ces visites, il faut quand même continuer à les faire. Par ailleurs, le médecin, quand le bâtiment est à quai, peut aussi avoir un temps de formation, de développement professionnel continu. Il va faire des gardes à l'hôpital. Moi, quand j'étais à Toulon, je faisais des gardes aux urgences de l'hôpital militaire. Donc, ça contribue à ma formation. J'allais me former sur différents protocoles médicaux. Je me suis notamment formé, par exemple, à l'échographie, puisque quand je faisais pendant ma formation initiale, nous n'avions pas d'échographe à disposition. Les échographes sont arrivés un peu après. Donc, je me suis formé justement pour apprendre à utiliser ces appareils. Bref, on ne s'ennuie pas. Et puis, en parallèle, il existe des bateaux qui sont vraiment un peu plus petits, sur lesquels il n'y a pas un médecin affecté en permanence. Donc, quand le bateau part en mission, si c'est justifié, s'il part loin et longtemps, on y met un médecin. Et puis, quand le bateau revient, à ce moment-là, le médecin est plutôt retourne à terre dans une infirmerie où il soutient un pool de bateaux où il n'y a pas de médecin. Et donc, il continue finalement à avoir un peu la même activité, sauf qu'au lieu d'être sur le bateau, il est dans une infirmerie à terre au profit d'un ensemble plus important, mais de bateaux plus petits. Voilà. Très clair. Marie a une question parce que tout à l'heure, quand on vous demandait votre plus gros défi, vous parliez de l'équilibre vie perso quand on a un métier passion. Elle vous demande si vous avez un conseil à donner, et notamment à une femme sur ce sujet-là. Quel conseil vous pourriez donner ou quelle solution vous avez trouvé justement pour relever ce défi de garder un peu de temps pour soi quand on a un métier passion? Alors, je pense que des solutions toutes faites, il n'y en a pas. Chacun trouve son propre équilibre. Alors, néanmoins, il faut savoir que en ce qui concerne la place des femmes, le service de santé des armées est un service qui est extrêmement féminisé et donc qui, depuis des années, a eu l'habitude de gérer les situations particulières des femmes qui, à un moment donné, souhaitent avoir des enfants, donc légitimement demandent à avoir une pause dans leur activité opérationnelle, qui, un peu plus tard, parfois ont des problématiques de mère de famille. Alors bien sûr, il y a le papa qui peut être là, qui peut suppléer, etc. Maintenant, c'est de plus en plus, on va dire, équilibré. Néanmoins, on peut avoir des problématiques, la maîtresse qui n'est pas là, il faut garder l'enfant, etc. Bon. Alors là encore, il existe aujourd'hui des solutions qui permettent de pallier à ça. Alors, dans une activité comme la mienne, où je suis essentiellement dans un bureau, c'est vrai que le recours, par exemple, à la téléactivité permet, par exemple, de pallier ce genre de choses. Donc, il existe des solutions. Pour autant, l'équilibre personnel entre vie professionnelle, vie familiale, vie de couple, loisirs, parce que vous avez droit aussi d'avoir du temps pour faire du sport, faire de la musique, etc. C'est à vous de le trouver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le SSA offre un cadre propice à ce que chacun puisse trouver cet équilibre. Voilà. Il n'est pas toujours facile à trouver, et notamment, les causes ne sont pas forcément à chercher dans le système en lui-même. C'est juste que je le disais en introduction, hein, on a la chance, on fait un métier passion. Moi, parfois, je ne vois pas le chronomètre tourner, et puis des fois, je me retrouve en fin d'après-midi, même en début de soirée. Je dis, mais là, il faut que je rentre à la maison, là, il est tard. Il ne faut pas rester là, monsieur. Bref, donc là encore, chacun voit midi à sa porte, et chacun trouve son propre équilibre, mais il n'y a pas de solution toute faite, c'est pas vrai. Question de Damien.
Est-ce que vous avez dû intervenir sur des cas extrêmement complexes médicalement parlant? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors j'imagine que c'est quand vous étiez embarqué sur les navires de la Marine nationale, mais peut-être pas uniquement. Est-ce qu'il y a des cas particulièrement complexes d'un point de vue médical sur lesquels vous avez dû intervenir? Alors, particulièrement complexe, non. En fait, j'ai eu la chance, pendant ma période de formation, d'avoir des maîtres, notamment des chirurgiens et des réanimateurs. Ça n'est pas ma spécialité, hein, mais des chirurgiens et des réanimateurs qui nous ont appris à nous débrouiller un peu dans toutes les situations. Je pense notamment à un réanimateur qui était à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon, qui n'est plus dans le service, mais qui était très fort pour démystifier et pour nous proposer à chaque fois des conduites à tenir simples face à des situations un peu compliquées. Alors, bon, je n'ai jamais eu, heureusement, des situations très complexes et très graves. Pour autant, alors peut-être est-ce parce que j'ai bien fait les visites d'aptitude médicale de mes marins avant de partir en mission, donc peut-être que j'ai évité un certain nombre de choses, notamment en faisant des visites médicales d'aptitude. Ça m'a permis par exemple de dépister quelques cancers. Donc peut-être que ces cancers-là, si j'étais parti en mer avec les marins, auraient décompensé et m'auraient mis dans des situations médicales complexes. Bon, ça n'a pas été le cas. Pour autant, oui, il est arrivé d'avoir des situations un peu particulières. Une fracture ouverte sur un bateau qui bouge en pleine mer à 3 jours des côtes. Il faut pouvoir la gérer, la fracture. Il faut garder le marin suffisamment longtemps et jusqu'à ce qu'on soit à portée d'hélicoptère. Et même quand on est à portée d'hélicoptère, de monter le marin jusqu'à la plateforme avec le bateau qui bouge. Bon, il faut avoir fait une bonne analgésie quand même, parce que sinon, chaque mouvement de plateforme, le marin hurle. Bon. Des situations finalement qui sont que l'on peut rencontrer quand on est de garde aux urgences. Simplement, médicalement, elles ne sont pas plus compliquées à gérer, mais c'est juste le contexte qui rend les choses plus complexes. Voilà. L'isolement, les mouvements de plateforme, le mauvais temps, l'impossibilité de communiquer, bon, tout cet environnement-là fait que finalement, votre problème médical que vous savez gérer devient plus difficile. Une question de Victor, qui est étudiant en université de médecine et qui a 25 ans. On a un peu répondu à la question, mais j'ai envie du coup de tourner un peu autour de la question. C'est une question sur l'OPEX et sur la différence d'exercer vos missions en tant que médecin militaire en général et puis en OPEX. On en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la première partie. Un des sujets quand même en OPEX, peut-être 2 sujets qui peuvent être en lien avec ça. Est-ce que vous demandez à partir en OPEX ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vous impose à un moment donné ou est-ce que tout le monde, toutes les personnes qui veulent partir en OPEX peuvent le faire? Donc, comment ça se passe par rapport à ça? Et la deuxième question, c'est en OPEX. Alors, on a compris que sur les bâtiments de la marine, vous êtes un binôme avec l'infirmier. Et que vous devez vous débrouiller à peu près tout seul. Alors j'ai compris mieux que se débrouiller, vous êtes formé pour ça, mais en tout cas vous devez gérer des situations parfois difficiles en étant que 2 et sans pouvoir avoir d'autres spécialistes à portée de main, le temps en tout cas de pouvoir avoir accès à eux. En OPEX, est-ce qu'il y a plus de spécialités qui peuvent partir? Est-ce qu'il y a différents endroits où on va retrouver à certains endroits des hôpitaux peut-être en OPEX? Et comment ça se passe dans ces différents cas et comment on arrive à gérer justement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe et comment c'est organisé le SSA dans les conflits extérieurs? Ok, donc là ça fait beaucoup de questions. Vous me donnez 1 heure? Je vous donne 5 minutes. Vous me donnez 5 minutes. Bon, alors je vais. Donc 2 questions. Donc la première question, ça concerne finalement la désignation ou le volontariat pour les OPEX. Alors, en réalité, tout dépend un peu de votre milieu d'emploi. Est-ce que vous êtes médecin plutôt milieu marine, milieu terre, milieu air? Puisque, en réalité, quand les armées font des opérations, eh bien, on construit le soutien médical et on dit, bon, ben voilà, pour soutenir telle opération, il va y avoir 3 médecins,
qui sont médecins, par exemple, aéro. Il va y avoir deux médecins à composante terre pour être dans un véhicule blindé. Il va éventuellement, s'il y a la mer pas loin, il va y avoir une frégate avec un médecin, etc. Donc, en fait, on construit le soutien médical. Et donc, il y a des cases dans lesquelles on va mettre des noms. On sait qu'un médecin, par exemple, va faire 4 mois, et puis ensuite, il va être relevé par un autre médecin. Et donc, finalement, oui, il y a une part de volontariat, mais il y a aussi, finalement, une part qui est liée au poste que vous occupez et à votre milieu, à votre domaine d'expertise, si j'ose dire. Donc, par exemple, si vous êtes à l'antenne médicale de Carcassonne, et que le régiment qui est juste à côté de l'antenne médicale, finalement, c'est même l'antenne médicale qui est dans l'enceinte du régiment, et le régiment part, ben, assez naturellement, ça va être l'un des médecins, enfin, médecin, infirmier, auxiliaire sanitaire de l'antenne médicale de Carcassonne qui va partir avec le régiment et qui va soutenir le régiment au quotidien pendant son OPEX. Donc, on va évidemment jouer la carte de la proximité et de la cohérence. Donc, il y a une part de volontariat, mais il y a aussi une part qui est liée à votre affectation et votre domaine d'expertise. Bon, ça, c'était la première partie de la réponse. Ça va, il me reste 3 minutes. L'autre sujet, finalement, c'est le sujet des spécialités et des disciplines médicales, d'ailleurs médicales ou paramédicales, Ouais. puisque, en fait, pour qu'on puisse travailler efficacement, il n'y a pas une personne, hein, c'est une équipe. C'est une équipe avec différentes spécialités, différentes compétences. Donc là encore, je le disais, finalement, le soutien médical, il est construit, je vous parlais tout à l'heure de capacité, donc plus on avance dans la chaîne de soins, plus les capacités peuvent offrir un niveau de soins important, et à partir donc de ce qu'on appelle le niveau 2, c'est-à-dire la prise en charge chirurgicale et réanimatoire, donc on va trouver des chirurgiens et des réanimateurs, on va trouver également des infirmiers spécialisés, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc. Et puis si on avance encore dans la chaîne, eh bien là on va commencer à trouver des agrégats de spécialités qui viennent contribuer à augmenter finalement le niveau de soins. Donc on peut trouver des urgentistes, on peut trouver des biologistes, des psychiatres. Je tiens à le souligner puisque la pathologie psychiatrique est une pathologie qui est importante à prendre en compte. C'est une cause fréquente de rapatriement médical. Donc évidemment, nous avons des psychiatres militaires qui sont avec nous, nous avons des dentistes, nous avons des vétérinaires. Et donc voilà, plus la structure médicale est importante, et plus on va trouver de spécialités. Et dans le domaine paramédical, c'est également vrai, des techniciens de laboratoire, des manip radio, des kinésithérapeutes, etc. etc. Ensuite, évidemment, quand l'endroit où se déploient les forces françaises dispose déjà de structures médicales, eh bien, on va autant que possible avoir recours aux structures locales. Je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons des forces françaises en Côte d'Ivoire. Eh bien, nous avons des partenariats avec des hôpitaux ou des cliniques pour la prise en charge d'un certain nombre d'actes, notamment de radiologie, de biologie, etc. Donc on va évidemment s'appuyer sur ces structures pour éviter de devoir y envoyer des professionnels de santé militaires, puisque, encore une fois, la ressource est comptée. Et donc, une fois qu'on rentre de mission, il faut pouvoir se régénérer, il faut pouvoir se former, et il faut également pouvoir faire tourner les structures de santé sur le territoire national, parce que, encore une fois, je le dis, ça n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais tous les professionnels de santé qui partent en opération extérieure, ce sont les mêmes que ceux que l'on trouve au quotidien dans les antennes médicales, dans les hôpitaux militaires, dans les établissements de ravitaillement, etc. Ils le font tourner au quotidien, et puis quand ils partent en mission, ils reviennent, ils se relayent, etc. Donc c'est le même vivier, donc voilà, il faut le préserver. Et pour reprendre les termes que les directeurs centraux du service répètent souvent, et c'est très important, c'est que la richesse du service, ce sont ces hommes et ces femmes, tous ces professionnels de santé, qu'ils soient praticiens, paramédicaux, c'est finalement le moteur du SSA, et sans eux, on ne peut rien faire.
Merci infiniment pour cette réponse très concrète et pour le temps passé avec nous. Moi, j'aimerais peut-être revenir sur les principaux points qui ressortent de l'échange. Le premier, c'est la mission. Et d'une certaine manière, l'amour et la dévotion dans la mission qui doivent être l'élément premier. Vous l'avez dit à un moment donné, c'est vrai que le SSA et faire ses études au sein du SSA, ça peut apporter aussi des compensations financières, etc., qu'on ne trouverait pas ailleurs. Mais c'est pas ce qui doit donner envie de rejoindre. Ce qui doit donner envie de rejoindre, c'est la mission. Et vous avez passé du temps à nous l'expliquer et à nous montrer pourquoi c'était important de s'engager dans ce cadre-là. Je retiens aussi que le médecin tout seul, il fait pas grand-chose. Et vous avez insisté sur quand vous étiez embarqué sur les bâtiments de surface de la marine, sur la complémentarité du binôme avec l'infirmier. Mais vous nous avez expliqué aussi tout à l'heure l'ensemble des différents professionnels, à la fois médecins, mais aussi tout le côté paramédical, qui viennent compléter et qui viennent dans la prise en charge des patients et qui ont tous un rôle extrêmement important. Et donc, du coup, on parle aujourd'hui du rôle de médecin, mais le SSA ne recrute pas que des médecins et ne forme pas que des médecins. Et donc, du coup, il y a énormément de spécialités qui font que même si vous n'avez pas envie d'être médecin et que vous nous écoutez aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose pour vous au sein du SSA. Je retiens aussi qu'on a des métiers riches, l'opportunité de beaucoup voyager aussi. Hein. Vous nous avez fait voyager tout à l'heure quand vous nous avez parlé de cette première partie de carrière. Et encore, je vous ai épargné toutes les nerfs du monde. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable. Mais aussi, et ce que je retiens, c'est que vous êtes médecin et vous resterez médecin tout le temps, mais vous n'exercez pas tout le temps en tant que médecin. Et vous avez eu l'occasion aussi après d'avoir d'autres postes en état-major dans lesquels vous avez été formé. C'est lié à mon parcours et mes choix personnels. Non, totalement, mais c'est aussi intéressant, voilà, de voir qu'il y a ces opportunités là, et que vous avez aussi travaillé au profit de différentes armées. On a parlé de la marine au départ, puis de la gendarmerie nationale. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. On n'oublie pas le côté OPEX avec cette possibilité aussi, en fonction des parcours et en fonction des besoins, de pouvoir contribuer aussi dans ce cadre-là. Moi, je trouve que vous avez fait beaucoup voyager, à la fois de manière géographique, mais aussi dans l'ensemble de vos expériences et dans la richesse de ce que vous avez été amené à faire. Voilà, vous avez 45 ans, vous nous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de parcours où on a fait autant de choses et c'est extrêmement intéressant avec un point d'attention que vous avez donné dès le départ, c'est attention de garder aussi de la place quand on a un métier passion pour le sujet de la vie personnelle. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose et si ça décrit bien votre expérience au sein du SSA et ce que vous avez partagé avec nous. Non, je crois que vous avez bien brossé le tableau. Je crois que l'essentiel est dit. Donc voilà, on n'a pas travesti la réalité. La réalité, elle est belle. Et donc voilà, il faut être confiant. En tout cas, merci infiniment pour ces échanges riches et pour toute cette expérience que vous avez partagée avec nous en un peu plus d'une heure. Je m'excuse pour les questions que je n'ai pas pu prendre. La bonne nouvelle, c'est que vous avez des ambassadeurs et des ambassadrices du service de santé des armées qui ont tous des rôles, des expériences différentes que vous pouvez aller voir sur My Job Guesses pour continuer les échanges. Si vous êtes intéressé pour rejoindre le SSA, soit dans le cadre de l'école de santé, soit via d'autres opportunités, n'hésitez pas à échanger avec eux, n'hésitez pas aussi à vous renseigner et à pouvoir les rejoindre. Et puis, on va vous souhaiter une bonne soirée, vous donner rendez-vous prochainement, donc ce sera début 2024, pour découvrir d'autres parcours très inspirants au sein du service de santé des armées. Encore merci beaucoup. Le replay sera disponible dès demain. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Je vous laisse peut-être le mot de la fin. Si vous avez un dernier conseil à donner aux jeunes. Vous avez dit foncer tout à l'heure. Vous restez là-dessus. Un conseil, je ne sais pas. En tout cas, si c'était à refaire, je referais les yeux fermés. Super. Merci infiniment. Merci à tous d'avoir été nombreux avec nous encore ce soir. Et puis, je vous dis à très vite. À bientôt. Merci. Au revoir, Émilie. Au revoir.